Après, il y a plusieurs points importants sur lesquels j'aimerais rebondir. Parce que déjà, tu as parlé de diversification à la fin. Il y a beaucoup de débutants qui comprennent pas, ce concept de diversification et pour eux, la diversification, c'est d'investir sur tout un tas de projets différents. Je sais pas, j'ai, 10 000 €, j'investis sur 10 projets différents avec 1 000 € à l'intérieur. Donc j'ai 10 projets en portefeuille et du coup, ça me fait un portefeuille de 10 000 €. Pour beaucoup de personnes, c'est de dire: «C'est bon, là, je suis diversifié, je mets pas tous mes œufs dans le même panier» et je pense que c'est un adage que beaucoup de d'investisseurs et beaucoup de personnes connaissent parce que c'est un peu la manière de gérer son actif, mais un peu en bon père de famille, tu vois. Et après, tu as l'autre manière de le gérer qui est un peu celle de Warren Buffett, c'est de dire bah, je mets tous mes œufs en fait dans le même panier, mais je regarde proche mon panier, je le regarde de très près. Parce que si je maîtrise mon risque, si je connais les actifs que j'ai mis dans mon panier d'une certaine manière, bah, je peux faire plus attention. Et si jamais bah, l'entreprise que j'ai ajoutée dans mon portefeuille euh, a un fondamental qui commence à péricliter, ou si, je sais pas, il y a un porteur de projet qui pose souci, etc., je vais pouvoir me libérer d'une certaine partie de mes risques en vendant une partie de ces entreprises et puis peut-être aller sur une entreprise peut-être plus qualitative. Donc ça, c'est plutôt sur le marché action. Mais il y a deux manières de voir les choses. Soit on se diversifie ou on a l'impression aussi de se diversifier en se disant je maîtrise pas grand-chose. Donc si je mets des œufs un peu de partout, bah, au final, il y a moins de chances que je fasse des erreurs. Et moi, je pense que là, on a plus de chances de faire des erreurs justement et de limiter aussi les résultats qu'on va obtenir. Parce que si vous avez je sais pas, moi je vois des débutants, des fois les mecs ils ont 5 000 € ou quelques milliers d'euros investis et ils ont 50, 60 projets en portefeuille. Quand bien même tu aurais un projet qui se développe énormément et qui marche bien, si tu as mis 200 balles dessus, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit de toute façon à la donne. En plus, ça rajoute une complexité à la fois à l'entrée de position et à la sortie de position pour faire les choses correctement. Si en plus tu regardes les ratios et tout, en général, c'est le meilleur cocktail pour faire n'importe quoi. D'autant plus si tu as énormément de projets en portefeuille, tu maîtrises pas la moitié des projets que tu as ajoutés dans ton allocation d'actifs. Donc, il y a plusieurs manières de voir les choses. Et ce que disait Warren Buffett, c'est la diversification. C'était, je crois que c'est un moyen de ce que font les ignorants je sais plus comment il disait. En gros, c'est le fait d'avoir euh, plusieurs actifs en portefeuille ou de se diversifier à outrance. C'est souvent les ignorants qui font ça. J'ai plus la phrase exacte. Je pense que dans les commentaires, on me corrigera. Mais c'est souvent, selon lui, hein, de dire si on se diversifie trop, c'est qu'au final, on maîtrise aucun des risques, on maîtrise absolument pas ce qu'on fait. Donc, bah, on investit un petit peu n'importe quoi. Et donc, ça, c'est un peu synonyme et un syndrome qu'on retrouve beaucoup, en tout cas, en crypto, surtout de la part des débutants. Pour moi, il y a un peu de vrai des deux côtés. C'est-à-dire qu'en crypto, il y a des grosses cryptos comme du Bitcoin, comme de l'Ether, comme du BNB, le top 10 en fait qu'on voit aujourd'hui. Et puis il y a les autres crypto-monnaies. Et on sait déjà que le top 10 change tout le temps. Et les autres cryptos du top 500, du top 1000, ça change presque tous les jours. Ce qu'il faut savoir quand on commence à investir en crypto et même à côté, c'est que l'aspect diversification va jouer un très grand rôle dans l'aspect psychologique, et ça, on en parlera un petit peu plus tard, mais surtout dans votre manière de gérer le risque et d'appréhender cette allocation de portefeuille. Je m'explique. Vous avez la diversification intra-actif. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous diversifier au sein même d'une classe d'actifs. Par exemple, vous vous dites, bah tiens, j'ai du Bitcoin, je ne vais pas investir 100% sur du Bitcoin, je vais investir sur de l'Ether, je vais investir sur du stablecoin, je vais investir sur du BNB, je vais investir sur tel ou tel altcoin. Ça, c'est la diversification intra-actif. Après, dans cette diversification intra-actif, vous n'êtes pas obligé de faire la même et unique activité à l'intérieur. Vous pouvez très bien dire, bah moi je fais un peu de DeFi, je fais du staking, je fais du lending, je fais du borrowing, je fais du masternode, je fais tout un tas de choses. Je peux faire même du trading ou ce que vous voulez. Il y a plusieurs manières d'investir en crypto. Et chaque activité va avoir chaque fois son lot de risques, son lot d'avantages et son lot d'inconvénients. Et ensuite, vous allez avoir la diversification interactif. Vous pouvez très bien décider de placer votre capital en crypto, en bourse, par exemple sur des actions, sur des obligations, dans de l'immobilier également aussi. Vous pouvez investir sur du private equity, vous pouvez développer un business en ligne. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Pareil dans l'immobilier, vous n'êtes pas obligé d'investir uniquement sur de la location nue, vous pouvez faire de la location meublée, vous pouvez faire de la location court terme, par exemple Airbnb, vous pouvez faire de la colocation, vous pouvez faire peu importe. Vous voyez que la diversification, elle prend tout un tas de formes. Après, il peut y avoir aussi la diversification sectorielle, géographique, en termes de devises. Vous n'êtes pas obligé d'être exposé uniquement à de l'euro ou à du dollar ou à de l'or ou ce que vous voulez. Vous voyez, tout ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Pour en revenir au sujet crypto, je pense que quand on parle de diversification, et c'est là où beaucoup de gens, malheureusement, je pense, se méprennent, c'est qu'ils ont l'impression de se diversifier, mais la réalité, c'est que tu n'es pas diversifié. Pourquoi? Parce que si tu investis sur du Bitcoin et sur tout un tas d'autres cryptos, à moins que tu sois investi sur du stablecoin, quand le Bitcoin
part en tendance baissière, bah, lui va prendre une grosse correction. L'Ether va prendre une plus grosse correction parce qu'il est moins liquide. Et les altcoins vont prendre également aussi une plus grosse correction parce qu'ils sont encore moins liquides. Et à l'inverse, quand le Bitcoin augmente, l'Ether va encore plus augmenter parce qu'il est moins liquide et les altcoins vont encore plus augmenter. C'est un effet de levier. Donc, si vous vous exposez en fait à des altcoins, autres que du Bitcoin et de l'Ether, ça a pour unique objectif, hein, le seul et unique objectif, c'est de surperformer à la fois les performances du Bitcoin ou de l'Ether. Sinon, vous n'avez aucun intérêt de vous exposer à d'autres altcoins. Mais malheureusement, je pense que ce concept lié à la diversification, elle est trop méconnue pour beaucoup de débutants. Et ils ont l'impression tout de suite, dans le vieil adage, de dire il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut investir dans plusieurs crypto-monnaies. Si aujourd'hui je suis investi sur du Bitcoin, de l'Ether et j'en sais rien, du BNB, au final j'ai que 3 crypto-monnaies, donc je ne suis pas suffisamment diversifié. Donc il faut forcément que je trouve des cryptos dans lesquels investir. Et donc si je trouve ces cryptos-là et qu'on est en plein bull run, je ne vais pas prendre le temps nécessaire pour tout analyser parce que c'est maintenant qu'il faut investir. Donc je vais commencer à ajouter tout et n'importe quoi sur mon portefeuille, si bien que je ne maîtrise pas les risques, si bien que je ne connais pas vraiment les projets que j'ai en portefeuille, et si bien que là, je vais subir de plein fouet la volatilité, les biais cognitifs, les biais émotionnels, à la fois à la hausse et à la baisse. Donc, vous voyez, le lien de cette vidéo et de tout ce qu'on va voir ensemble, c'est lié. Mais je préférerais mieux un petit peu remettre les points sur les i quand on parle de diversification, parce que si aujourd'hui, vous avez l'impression d'être diversifié déjà en termes de risque, parce que quand on parle de diversification, c'est de trouver des actifs qui ne sont pas ou peu corrélés les uns par rapport aux autres. Il y a un coefficient de corrélation qu'on peut calculer entre toutes les différentes classes d'actifs, entre les actions, les obligations, l'immobilier coté, les métaux précieux, je sais pas, le crowdfunding ou ce que vous voulez. Et l'idée, quand on crée un portefeuille, qu'on dit diversifié, c'est des actifs qui ne sont pas ou peu corrélés les uns par rapport aux autres ou inversement corrélés. En général, on dit que les actions et les obligations sont inversement corrélées. Quand il y a les actions qui augmentent, on va avoir les obligations qui vont baisser et à l'inverse. C'est pour ça que le portefeuille 60-40, par exemple, c'est un portefeuille qui fonctionne très bien. 60% actions, 40% obligations, même si on peut faire bien mieux aujourd'hui. Et d'ailleurs, la corrélation entre les actions et les obligations, ça commence à changer petit à petit avec une inflation qui est importante. Mais bon, je n'ai pas forcément envie d'en parler dans cette vidéo. Ce que je veux dire, c'est que attention à la manière dont vous allez appréhender cette diversification, parce que des fois, d'être entre guillemets trop diversifié ou vouloir trop se rapprocher du point de vue théorique de cette diversification, c'est ce qui va vous pousser à prendre des mauvaises décisions, à vous exposer peut-être à des projets que vous ne maîtrisez pas, à subir de plein fouet cette volatilité et après subir ces biais émotionnels. Et donc, si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, on en revient toujours au même point. Hein. Quand le marché va augmenter, vous avez l'impression d'être un génie, vous n'allez pas prendre des bénéfices quand il le faut. Et quand le marché se retourne, vous allez subitement vous transformer en fervent défenseur de ce projet en vous disant je suis là pour la technologie et tout. Alors que la réalité, en fait, c'est que vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Donc, je ne sais pas si toi, tu veux rebondir un peu là-dessus, Théo, avant qu'on continue un petit peu sur ce sujet. Mais je pense que c'est important de revenir sur ces bases-là. Parce que souvent, on a l'impression qu'on a besoin de plus se diversifier. Alors qu'en crypto, la plupart des personnes qui investissent, la réalité, c'est qu'ils veulent tous rechercher du life-changing. On investit une petite somme, on récupère une plus grosse somme qui, si possible, nous fait atteindre direct l'indépendance, la liberté financière. Sauf que si on se diversifie trop, on a l'impression, je dis bien, on a une impression souvent de limiter le risque et d'avoir un portefeuille qui sera plus équilibré, alors que la majorité des cas en crypto, c'est pas le cas, parce que tout est lié à ce qui se passe sur le Bitcoin. Et si on se diversifie trop, on limite aussi nos potentiels de performance, parce qu'on a investi trop peu sur des projets qui pourraient potentiellement avoir des résultats intéressants. Ouais, tout à fait. Bah, après, c'est, au niveau de la diversification, c'est vrai que c'est pas forcément, une mauvaise chose parce que bon, parce qu'en même temps, je lis les commentaires, c'est pour ça, il y en a qui parlent qui ont des stratégies très diversifiées en suivant les narratives et des choses comme ça. Et ici, c'est juste peut-être faire le point que c'est pas forcément qu'il faut pas le faire, mais c'est juste qu'il faut le faire intelligemment et la plupart des gens, ils le font pas comme ça. Je pense que, ce ce que tu décris, c'est la plupart des débutants qui arrivent en plein milieu du cycle, c'est vas-y, je vais mettre 200 € sur plein de cryptos et comme ça, il y en a bien une qui va faire le fois 10 000 dont j'ai besoin pour avoir ma liberté financière, ce que tu viens d'évoquer, avoir vite des retours life-changing, richesse générationnelle, on commence à revoir. Là, cette année, c'est les millions. Je ne sais pas pourquoi, c'est sur Twitter, comment transformer 1000 en 1 million. Tous les tweets, c'est ça, comment transformer. Voilà, donc c'est ce que les gens attendent. Et malheureusement, en achetant 200 balles et en se disant j'attends le fois 10 000 pour revendre, même en ayant acheté sans crypto-monnaie, il y a très peu de chances que vous soyez millionnaire. Par contre, il y a des moyens de le faire, mais c'est vrai que ça demande beaucoup plus de temps. Et c'est pour ça que
on a l'habitude de dire que c'est trop se diversifier, avoir trop d'actifs en portefeuille. C'est pas forcément une bonne chose, encore une fois, quand on est débutant. Parce que comme tu l'as dit, tu n'as pas le temps de tout suivre. Tu sais pas, tu n'as pas forcément de palier de sortie. Tu n'as pas forcément de stratégie tout court par rapport à cet actif. Et du coup, ça fait que tu ne seras pas capable de réagir au bon moment. Chasser les narratifs, c'est bon, mais toujours dans l'optique, en plus de les avoir identifiés tôt, d'être rentré peut-être assez tôt, mais il y a une stratégie de prise de profit. Quand on rentre sur des choses en plus risquées, il faut récupérer au moins sa mise initiale rapidement, laisser courir après, pourquoi pas, avec une partie qu'on appelle moon bag, c'est-à-dire une partie qu'on laisse parce qu'on a récupéré sa mise initiale et donc on peut laisser courir. Ce qui arrive par la suite, ce sera que du bonus. Mais dans tous les cas, voilà, il faut vraiment avoir sa stratégie dès le début pour pouvoir vendre, récupérer sa mise initiale et donc sortir le risque de cet investissement. Parce que bien sûr, si on décide de le laisser jusqu'aux 10 000, qu'il n'arrive pas et que ça tombe à zéro après ou que ça baisse, c'est difficile. Par contre, effectivement, si on est sur une bonne narrative, qu'on arrive à se sécuriser, on prend des bénéfices, on récupère sa mise initiale, on a senti le risque de cet investissement vu ce qu'on a mis, on l'a récupéré, on a peut-être fait de la plus-value. Et après, on peut faire d'autres paliers, on peut aller chercher plus de rendement avec ce bag ou encore rebalancer. Mais il y a toujours cette idée quand même de prendre des bénéfices, de se sécuriser, de sortir le risque. Et après, on peut commencer à faire autre chose. Mais je pense que la plupart des gens, c'est pas vraiment ça qui se passe. Tu achètes. Et moi, c'est premier cycle, c'est ce que j'ai fait sur plusieurs actifs. J'ai acheté, je me suis dit, en plus, acheter en bull run, donc avec des multiples qui étaient déjà là, donc des fois 10, des fois 20 qui étaient déjà là, donc que moi je n'aurais pas pu avoir, parce que pour ce cycle-là, ils étaient déjà arrivés. Et donc, il me restait peut-être, je sais pas, un x2, un x3, mais une fois, voilà, c'est quand tu as déjà pris un x20 pour monter, après tu as de l'inertie qui arrive, des choses comme ça. Donc, en plus, il faut savoir que la plupart des projets, un x100, c'est complètement, c'est pas forcément réaliste. Sur des altcoins, voilà, on ne sait pas sur combien ça peut monter, mais par rapport au bottom, bon, si tu arrives à déjà choper un x20, un x30, mais c'est vraiment exceptionnel d'exceptionnel. Mais la plupart des gens, le problème, c'est que tu rentres déjà sur un x25, x27, il te reste peut-être un x2 ou x3 qui traîne par là, mais toi, comme tu es rentré assez tard, tu espères avoir un x10 et donc mais forcément, si tu es trop gourmand, tu ne sortiras pas en fait. Tu ne prendras pas tes bénéfices suffisamment tôt ou tu ne les prendras pas du tout. Et donc, du coup, ce que tu pensais être une stratégie de diversification bonne en achetant plein d'actifs avec, il y en a peut-être un qui va encore faire x10, un x20. Au final, tu vas tout laisser retomber comme un soufflé quand ça va se retourner et tu n'auras pas pris un bénéfice et tout ce que tu auras mis, voilà, peut-être ça sera perdu à jamais. Donc, se diversifier, rentrer sur des nouvelles narratives, pourquoi pas, mais il faut savoir ce que ça implique derrière, c'est-à-dire connaître le marché, connaître la narrative, savoir si ça se retourne, savoir à quel moment on dit peut-être il faut que j'accepte des pertes, ou alors quand est-ce que dans tous les cas, sur quel niveau je prends des bénéfices, est-ce que c'est un x2, je sors 50% et je laisse tout, est-ce que c'est voilà, il y a toute une stratégie à avoir de prise de bénéfices, toujours pareil pour sortir le risque au final, c'est risqué, mais tout ça, c'est paliers qui sont assez tôt pour récupérer sa mise initiale, on sort le risque, après qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut l'avoir en tête et en fonction du moment où on rentre, et il va peut-être y avoir des objectifs moins ambitieux. Et donc, voilà, c'est une gestion du risque, mais qui n'est pas possible quand on ne sait pas ce qu'on achète et qu'on a 40 actifs en portefeuille et qu'on ne maîtrise pas du tout. Et du coup, parce que j'en ai vu en fait des amis qui ont ça sur CoinGecko ou des actifs avec 40 actifs, ils regardent juste le prix du portefeuille, est-ce que ça monte ou ça baisse, et ils ont l'impression d'être diversifiés. Les mecs, ils te disent, regarde, je suis diversifié, j'ai 40 projets. Mais non, en fait, tu as l'impression d'être diversifié. En fait, c'est ce qu'on dit depuis le début. Cette diversification n'a de sens qu'à partir du moment où tu as identifié les risques et que tu sais ce que tu fais. Si derrière, tu te dis, je vais me diversifier, je vais faire du masternode, je vais faire de la DeFi, je vais faire du machin, tu as l'impression que tu es diversifié en termes d'activité, mais si tu ne maîtrises pas ce que tu fais, tu vas te faire éclater. Et en crypto, c'est pareil. Et ce que je dis par là, je ne dis pas que le fait d'avoir plusieurs projets en portefeuille, c'est une mauvaise chose. Attention. Et oui, il existe une véritable diversification qu'on peut faire. Par contre, c'est où est-ce qu'on met le curseur. Le fait d'avoir des cryptos dans un schéma narratif de l'IA et une autre sur la DeFi, c'est pas ça qui va faire que vous serez diversifié, que vous serez protégé en cas de baisse, en cas de retournement violent du marché. C'est ça que je veux dire. Et beaucoup de gens, je pense qu'ils n'ont pas compris ce concept de diversification parce que pour eux, se diversifier, c'est juste de dire c'est bon, je mets plusieurs projets en portefeuille, je pourrais jamais tout perdre d'un coup. Ça, c'est une grosse connerie. Ça dépend si tu as du Bitcoin ou de l'Ether. Mais si tu as des cryptos, tu as du top 500 de CoinMarketCap, tu n'as pas une grosse crypto du top, tu dis je suis diversifié. J'ai 100 projets en portefeuille, mais c'est que des cryptos du top 500 de CoinMarketCap. Je serai protégé? Non, tu ne seras pas protégé. Voilà, toutes tes cryptos peuvent aller à zéro. Et tu ne seras pas protégé en cas de baisse parce que si jamais il y a une grosse fluctuation, surtout à la baisse,
ça risque de te poser des problèmes. Et c'est ça que je veux dire. C'est que, et pour moi, la réponse est toujours pareille, c'est qu'il n'y aura pas de réponse. Ce ne sera pas le truc de dire il faut se diversifier à 100% ou il faut se concentrer. En fait, c'est soit on se dit je me diversifie correctement et j'accepte d'avoir des performances plus faibles parce que du coup, je vais splitter mon argent un peu de partout. Et c'est une stratégie qui est louable aussi, hein, je la comprends, à condition de comprendre ce qu'on fait. Ou alors, je vais me concentrer sur des actifs, sur moins d'actifs. J'accepte du coup de prendre plus de risques là-dessus parce que je vais concentrer mes positions. J'accepterai aussi éventuellement de sortir plus tôt parce que j'ai concentré mes positions et je vais faire en sorte de rentrer plus tôt sur le marché. Mais si jamais les choses ne se passent pas correctement, vu que je vais vraiment suivre ce qui se passe, je pourrais contrôler mon risque à ce moment-là. Et en fait, tu vois, c'est toujours le curseur du risque, où est-ce que tu le places. Et du coup, en fonction de ce que tu vas faire sur ce spectre, bah, soit tu vas décider de te concentrer sur certains actifs, soit tu vas décider de un peu plus te diversifier. Mais attention, c'est pas parce que vous vous dites aujourd'hui j'ai de la thune sur de la DeFi, j'ai de la thune sur des pools, je fais du staking, j'ai de la thune sur de l'IA, j'ai de la thune sur, j'en sais rien, sur tout un tas d'autres actifs, d'autres layer one, que vous êtes forcément diversifié dans le cas d'un retournement de marché. Si on part en bear market, de toute façon, tu as toutes les cryptos qui vont se faire éclater. Sauf, j'en ai vu un qui a posé la question, les stablecoins. Merde, c'est pas celui-là que j'ai pas vu. C'était où? Il y a quelqu'un qui parlait des stablecoins. Je sais pas si tu le vois. Voilà, David qui disait garder du stablecoin, est-ce que c'est une manière de se diversifier? Ça peut être une manière de se diversifier si la diversification qu'on recherche, c'est se protéger de la volatilité et éventuellement avoir une poche de cash qui ne sera pas liée à cette volatilité et pouvoir rentrer sur le marché si jamais il y a des choses intéressantes qui se passent. Mais vous voyez, en fait, la diversification, elle répond à différents besoins. Et je pense que souvent, ce concept-là, il est mal connu, il est mal maîtrisé. Et on a l'impression que plus on va se diversifier, mieux ce sera. Et je pense que c'est valable dans des approches liées aux ETF, par exemple, où tu vas investir dans des secteurs d'activité, tu vas investir dans un indice, le MSCI World, par exemple, où tu vas investir dans plein d'entreprises dans le monde entier et partout, dans tout un tas de secteurs différents. Et pour moi, ça a un véritable intérêt. Par contre, en crypto, de te dire, j'investis sur de l'IA, j'investis sur de la DeFi, j'investis sur de l'Ether, j'investis sur les Layer 1, j'investis sur les machins. La réalité, c'est que si tu veux te protéger de la volatilité, c'est pas ça qui te protégera de la volatilité. Et puis surtout, si tu investis en crypto, la corrélation par rapport à Bitcoin, elle est encore très présente. Alors, bien qu'elle baisse au fur et à mesure du temps, mais il faut bien comprendre, comme tu le dis, quand tu t'exposes à un indice type ETF, S&P 500, où tu veux avoir la performance du marché, tu t'exposes à plein de domaines d'activité, plein de secteurs d'entreprise. Quand tu investis dans la crypto, encore aujourd'hui, tu t'exposes à Bitcoin. Tu t'exposes au cours de Bitcoin et ce qui peut lui arriver. Parce que, comme on l'a dit, investir sur les altcoins, le but, c'est d'aller chercher et surperformer les performances du Bitcoin avec la volatilité encore plus importante, mais en sachant que tout est corrélé au Bitcoin. C'est pour ça que les modèles prédictifs, la plupart, on regarde Bitcoin, parce que si ça va bien sur le Bitcoin, en général, il y a un petit temps de décalage, mais ça va se passer bien pour les altcoins. Et quand ça va mal pour Bitcoin, l'inverse est vrai aussi, avec ce côté sous stéroïde des altcoins, où quand Bitcoin va bien, un petit peu plus de temps après, les altcoins vont très bien. Et quand Bitcoin va mal, un petit peu de temps après, les altcoins vont très mal aussi. Donc, quand on investit dans la crypto, même si on se diversifie, c'est encore Bitcoin qui mène la danse. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser quand même, regarder un peu ce qui se passe, même si on considère, parce que j'ai eu des retours comme ça aussi, Bitcoin, c'est plus pour mon père, c'est trop cher. Moi, je préfère acheter des cryptos à moins d'1 €, il y a plus de potentiel. Ouais, mais il faut quand même regarder ce qui se passe sur Bitcoin, parce que c'est encore lui qui dicte ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Et lui-même, Bitcoin est influencé par tout ce qui se passe au niveau macroéconomique. Avec la Fed, les taux. Exactement, les balances de banque centrale, M2 Money Supply. En repassant les vidéos que j'avais fait, j'ai retrouvé celle de Raoul Pal, où je parlais de Raoul Pal qui disait qu'en fait, ce n'était pas le halving qui marquait le début du bull run, mais le M2 Money Supply, donc la quantité d'argent disponible. Et si vous ne l'avez pas vu, regardez la courbe du M2 Money Supply, donc l'argent disponible dans le monde, et on se rend compte que ça colle exactement avec le cycle du Bitcoin. C'est-à-dire que plus il y a d'argent qui est mis et disponible, c'est la TH. Et dès que ça commence à baisser, on entre en bear market. Donc, il y a aussi des facteurs macroéconomiques qui jouent énormément. Donc voilà, il faut comprendre aussi l'environnement et comprendre que de toute manière, la crypto,
quoi qu'on achète, on va être corrélé au Bitcoin qui lui-même est pas, il n'est pas protégé ou il n'est pas complètement décorrélé ou hors sol de tout ce qui se passe au niveau macroéconomique. Il y a encore des liens. Donc, voilà, il faut comprendre aussi ces aspects-là pour ne pas se dire la crypto, voilà, c'est une classe d'actifs à part, c'est pas corrélé au marché traditionnel, ça va aller to the moon, ça va jamais redescendre. Bon, c'est pas, on sait très bien que c'est pas vrai et il faut regarder un peu, dézoomer et regarder un peu ce qui se passe autour quand même, quoi.